concertée pour renforcer la sécurité, surtout aux frontières. Tel est l'objectif de la réunion des ministres de la sécurité des pays membres du Conseil de l'Entente qui s'ouvrira vendredi prochain. Mais ce mercredi, ce sont les experts qui ont débuté l'examen des dossiers. Une nouvelle ère de coopération s'ouvre sur le Caire et Lomé. Elle concerne le domaine maritime. Et un mémorandum d'entente signé ce jour lie désormais le port autonome de Lomé à celui d'Alexandrie. Et puis on connaît maintenant le 45e président des États-Unis d'Amérique. C'est le républicain Donald Trump qui sera en janvier le nouveau locataire de la Maison Blanche, déjouant ainsi tous les pronostics. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Lomé abrite depuis ce matin la toute première réunion annuelle des experts de la sécurité et des frontières des pays membres du Conseil de l'Entente. Ils vont plancher sur la situation sécuritaire dans les États membres, la délimitation des frontières et l'évaluation de la gouvernance sécuritaire dans l'espace. Ces assises se tiennent en prélude à la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité instituée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Les précisions avec Nicolas Wantobé et Tchassenam Baga. La décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente tenue le 11 juillet 2016 à Niamey, au Niger, d'instaurer une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières est en passe de se concrétiser. Cette rencontre des experts balise donc la voie à la tenue de ce rendez-vous de haut niveau dans les prochains jours au Togo. Les travaux portent essentiellement sur les questions sécuritaires. Cette première réunion aura principalement pour objet de faire la situation sécuritaire dans l'espace entente. Ensuite, de faire aussi le point sur la situation de la sécurité sur les frontières. Et donc nous attendons de cette réunion des décisions et des recommandations importantes à la fois à l'intention des ministres mais également des chefs d'État. C'est le Togo qui assure la présidence en exercice du Conseil de l'Entente. À ce titre, il mise sur la mutualisation et la coordination des forces pour venir à bout de la criminalité et réussir le pari de la sécurité dans les pays membres du Conseil. Le contexte régional est actuellement marqué par de graves problèmes sécuritaires liés à la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme. La situation au Nigeria et au Mali, ainsi que les récentes attaques à Ouagadougou au Burkina Faso et à Grand Bassam en Côte d'Ivoire en sont une illustration. Ces différents événements ont fait multiplier des initiatives, soit individuelles au sein de chaque État, soit bilatérales, généralement entre des États frontaliers. Sans dénier l'efficacité de ces pratiques, il me semble qu'on gagnerait mieux cette bataille en mettant nos forces en commun au sein de notre espace entente. Et c'est l'un des enjeux majeurs de vos assises. C'est d'ailleurs l'un des objectifs poursuivis par nos chefs d'État qui ont voulu que le Conseil de l'Entente serve de cadre de concertation permanente entre les États membres sur les questions de paix, de sécurité et de développement économique, en vue d'harmoniser leurs positions sur toutes ces questions et de mener des actions conjointes. Avec respectivement 74,2 et 72,7 points, le Bénin et le Togo présentent en 2015 les meilleures situations sécuritaires dans la zone entente en se plaçant au-dessus de la moyenne qui est de 67,61. Créé en mai 1959, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo.
Autre sujet, pour une éducation de qualité au Togo, voire en Afrique, il faut au préalable une meilleure formation des enseignants eux-mêmes. Et c'est à cela que va répondre le futur document de politique enseignante dont le projet d'élaboration vient d'être lancé à Lomé. Les précisions avec Nicolas Ontobé et Firmin Adjinari. Les deux projets qui viennent d'être lancés, à savoir l'élaboration du document de politique nationale sur la question enseignante et le projet UNESCO Fonds en dépôt chinois, portent le sceau de la politique de l'UNESCO dans la mise en œuvre de ses objectifs du développement durable. C'est une politique qui accompagne le Togo dans sa réforme qualitative de son système éducatif pour permettre aux enseignants d'être aptes et de répondre aux exigences de la professionnalisation. Pour améliorer la qualité de l'offre éducative et promouvoir la culture de l'excellence, une attention particulière est donc portée sur les formations initiales et continues des enseignants. Un accent particulier sera porté sur la formation des formateurs en technologie de l'information et de la communication pour l'éducation, afin de doter le système éducatif d'expertise dans le domaine et accompagner les transformations entendues en matière d'acquisition de nouvelles compétences par les enseignants. C'est dire donc tout l'intérêt que le gouvernement attache aux deux projets qui sont lancés et toute l'attention qu'il portera à leur heureux aboutissement. L'élaboration et la mise en œuvre d'un document sur la question enseignante dans tout le secteur de l'éducation servira de cadre de référence pour définir des priorités, élaborer des stratégies en vue d'une meilleure planification des actions. Il est évident que sans des enseignants bien formés, acteurs clés dans le domaine de l'enseignement, il ne peut pas avoir un enseignement de qualité. Ces projets visent non seulement l'encadrement, mais aussi les outils de la formation à mettre à la disposition des enseignants. Le directeur général adjoint de l'UNESCO, Tang Kyung, pour sa part, entend agir à travers ces projets par la mise en place des outils technologiques de l'information et de la communication dans le système de formation en général au Togo. Après l'étape du lancement de ces projets, Tang Kyung, les ministres Broum et Aïdam ont visité l'école primaire publique de Baguida Plantation et la maison des esclaves à Agbedrafo dans le but d'œuvrer pour la promotion de l'éducation et de la culture. Éducation encore, la 5e revue sectorielle du secteur s'est ouverte ce matin à Lomé. Un état des lieux qui doit permettre, avec l'appui des partenaires, d'approfondir la réflexion sur les politiques menées dans le secteur éducatif et d'y apporter des corrections s'il y a lieu. Les précisions avec Clarisse Atiklet. Pour la 5e fois, le système éducatif togolais fait objet d'analyse. La revue sectorielle conjointe de l'éducation est un exercice grâce auquel les acquis et les meilleures pratiques sont capitalisés et des innovations apportées si possible. C'est une évaluation annuelle de ce qui est en train de se faire au niveau du plan sectoriel de l'éducation. Déjà, il ressort que le Togo a fait d'énormes efforts dans la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Pour 2015-2016, il a noté une progression du taux net de scolarisation jusqu'à plus de 95% au primaire et l'atteinte presque de la parité filles-garçons, ce qui réjouit les partenaires de l'éducation au devant desquels l'UNICEF. Les évaluations ont montré que même s'il y a eu quelques progrès, la qualité est encore en deçà des attentes, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire et que ce soit au niveau supérieur.
Du préscolaire au supérieur en passant par le primaire et le secondaire, les chiffres sont en constante progression, même au niveau des ressources budgétaires allouées qui s'établit à 17,5%. Si des avancées significatives ont donc pu être réalisées, les défis à relever restent nombreux pour que les différents chantiers entrepris par le gouvernement dans le secteur de l'éducation puissent permettre d'améliorer significativement l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants togolais, depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Cette revue conjointe nous offre l'opportunité de mener la réflexion sur ces défis et d'envisager les pistes d'amélioration pour les années à venir. Il convient alors d'attirer l'attention des partenaires sur les enjeux spécifiques afin qu'ils soient pris en compte dans le plan sectoriel de l'éducation, permettant ainsi au Togo de se conformer à la vision de l'éducation à l'horizon 2030. Je vous le disais également en titre, la coopération entre l'Égypte et le Togo se renforce davantage. Un nouvel axe de cette coopération vient de se dessiner, surtout dans le domaine du transport maritime. Un mémorandum d'entente a été signé ce matin, liant désormais le port autonome de Lomé à celui d'Alexandrie, d'Odoaré et Soham Théoutéou. Ce mémorandum d'entente entre les ports autonomes de Lomé et d'Alexandrie est le fruit de la diplomatie agissante impulsée au plus haut sommet par le chef de l'État Fournier Singé. Il prend en compte un certain nombre de questions ayant fait l'objet du récent sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. J'ai vu prendre en compte des préoccupations relatives à l'amélioration de la gouvernance maritime en Afrique, donc à l'amélioration de l'image maritime de notre pays, bien sûr. J'y vois aussi pris en compte les questions sécuritaires. Ce cadre vise à permettre le partage de l'information. La sécurité maritime passe d'abord par le partage de l'information. Je me félicite particulièrement que ce point ait été mentionné. La finalité de ce document, c'est de permettre l'éclosion d'une économie bleue. Soucieux de développer le secteur maritime et le domaine des transports, les autorités togolaises et égyptiennes intègrent dans leur stratégie la coopération sud-sud. Le chef de la délégation a annoncé déjà que une fois ce mémorandum signé, la République sœur et amie d'Égypte offrait déjà des bourses aux cadres togolais dans les prochains jours. La coopération et le transport dans le secteur maritime avec la République sœur et amie d'Égypte va prendre forme une fois que ce mémorandum sera signé. Ce mémorandum augure donc de nouvelles perspectives de développement pour les axes ciblés. Une coopération qui va booster à coup sûr l'économie des deux pays. Et parlons justement d'économie. Les opérateurs togolais ont découvert ce jour les stratégies pour développer leur chiffre d'affaires et le portefeuille client de leur structure à travers les actions de marketing relationnel. C'était lors du 10e mercredi de l'entrepreneur à Lomé pour le compte de cette année. Et c'est une initiative de la NPGF. Les précisions avec Esther Laclé. Avoir des clients et de bons chiffres d'affaires, c'est bien, mais savoir les gérer est encore mieux. C'est à l'école de ces notions que sont allés les opérateurs économiques dans le contexte de ce mercredi de l'entrepreneur. Développer
le chiffre d'affaires et le portefeuille client, les actions de marketing relationnel. En fait, c'est un thème qui est d'une grande importance dans la mesure où le chiffre d'affaires dans une entreprise, surtout commerciale ou de service, a un grand impact sur sa rentabilité. Et malheureusement, on a l'impression que les entreprises ignorent cet aspect-là. Les offres alléchantes ne suffisent donc plus pour accrocher et retenir les clients de plus en plus exigeants. Il faut un marketing relationnel adapté à chaque client. Il s'agit des actions visant à les fidéliser, des notions clés et indispensables en entreprise, à en croire l'ANPGF. Il y a plusieurs critères qui guident un client dans le choix d'un service ou d'un produit par rapport à un autre. C'est notamment les raisons financières, donc le prix, la réactivité, mais ça peut également être aussi des raisons émotionnelles, notamment le besoin de se sentir écouté, d'être proche de l'entreprise, du client. Ce rendez-vous mensuel, un séminaire d'information et de formation est destiné à doter les entreprises de mécanismes pouvant accrocher davantage la clientèle et accroître leur rendement. Il y a quelques mois de cela, le ministère en charge de la formation civique lançait un appel à projet pour vulgariser la politique de la formation civique, justement, et de sensibilisation des populations sur les valeurs républicaines. Eh bien, les lauréats du concours sont connus. Ce sont 26 associations qui ont reçu leur prix des chèques. Antoinette Roumao, va voir. Pour cette première édition d'appel à projet citoyen, lancé par le ministère en charge de la formation civique, 26 projets sur 172 ont été retenus. Tous ont pour trame la promotion des valeurs républicaines. Les organisations de la société civile ont à ce niveau un rôle primordial à jouer. C'est pourquoi cet appel à projet citoyen est conçu pour les appuyer dans leur intervention auprès des populations. Il y a deux activités essentielles qui sont la journée de l'action citoyenne où, ensemble avec les enfants, nous descendrons sur le terrain pour réaliser une action citoyenne, mais aussi une journée du vivre ensemble dans chaque école. Dans ce projet, nous allons faire un concours de poèmes et de dessins au milieu scolaire. Face à l'incivisme grandissant constaté il y a des années, le gouvernement togolais s'est doté en juin 2014 d'une politique nationale de la formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Sur le terrain, ces associations vont accompagner les populations à adopter et à s'approprier des attitudes positives de citoyenneté et de civisme. Désormais, ces associations serviront de relais de l'éducation à la citoyenneté en vue de bâtir une nation moderne, forte, unie et prospère et faire des populations des citoyens engagés dans une culture de paix. La guerre contre le réchauffement climatique, le réchauffement de la planète s'intensifie avec la COP22 qui s'est ouverte depuis lundi au Maroc, pays qui a pris la présidence de la conférence internationale sur les changements climatiques. Objectif, faire appliquer sur le terrain les accords de Paris pour limiter ainsi les hausses de température. Une conférence qui se tient alors que le scandale de diesel frelaté prend de l'ampleur. Des sociétés de négoce suisses sont accusées de vendre du carburant très polluant à des pays africains. Cinéma, c'était quasi parfait. Un conteneur débarqué du Ghana en plein centre de Genève. Un conteneur aux vapeurs presque suspectes et surtout
ces centaines de bidons remplis d'air pollué. Les militants de l'ONG Public Eye les ont théâtralement entreposés sous l'enseigne de celui qu'ils considèrent comme le pollueur de l'Afrique, le négociant suisse en produits pétroliers dits toxiques, Trafigura. Ça, c'était pour la mise en scène. Sur le fond maintenant, l'Afrique est inondée de carburants toxiques, on appelle ça le dirty diesel, des produits pétroliers à très haute teneur en soufre, interdits en Europe, mais bienvenue en Afrique. 380 fois plus dangereux, plus polluant que le fuel autorisé ici en Occident. Des produits négociés notamment par des entreprises suisses, bien sûr, en toute légalité. Ils le font en toute légalité, c'est vrai. Ils profitent de la faiblesse des réglementations et pour tous, ça c'est inacceptable. Selon les principes directeurs de l'ONU, les sociétés ont le devoir de respecter les droits humains, dont le droit à la santé, au-delà des lois en vigueur. Si ces lois sont insuffisantes pour protéger la population. Dans le cas des carburants toxiques, c'est clairement le cas. Il n'y a aucune raison de continuer ce business sale. Réponse de Trafigura. Oui, je pense que des gens meurent à cause de la pollution dans ces villes en Afrique et ailleurs. Pour nous, c'est un problème global qui doit être abordé par les gouvernements de ces pays qui doivent améliorer les normes de tolérance et par la communauté internationale qui devrait avoir plus de compassion pour ces gouvernements qui n'arrivent pas à agir tout seuls. Aujourd'hui, le Ghana, mis sous pression par sa population, a réagi. C'est le premier pays africain qui a drastiquement baissé son seuil de tolérance. Il a divisé par 60 la teneur en soufre de son diesel, désormais proche des normes européennes. D'autres pays en Afrique pourraient suivre l'exemple. Il est le nouvel homme fort des États-Unis d'Amérique. À l'issue du vote d'hier mardi, Donald Trump l'emporte largement devant son adversaire démocrate Hillary Clinton. C'est la surprise de cette élection américaine. Le milliardaire a déjoué tous les pronostics. Suivez. La musique, grandiloquente, est digne d'une épopée. Mais pour ses tout premiers pas de président élu, Donald Trump, d'ordinaire si démonstratif, affiche une étonnante sobriété. Visage ému. Derrière lui, sa femme, ses enfants. Et pour son discours de victoire, l'habitué des provocations joue l'élégance. Thank you very much. Il salue d'abord son adversaire d'un ton bienveillant. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État, Hillary Clinton. Elle nous félicite, nous tous, pour notre victoire. Et moi, je l'ai félicitée pour cette campagne difficile où elle s'est battue jusqu'au bout. Ces mots apaisés surprennent. Lui qui a pendant des mois multiplié les outrances, lance cette fois un appel au rassemblement. Je serai le président de tous les Américains. C'est le plus important pour moi. À tous ceux qui ont choisi de ne pas voter pour moi, et il y en a quelques-uns, j'en appelle à votre aide, à votre soutien, pour que nous puissions travailler ensemble et unifier notre grand pays. Pouvait-il seulement imaginer un tel triomphe? Sa soirée électorale, Donald Trump, cravate rouge, l'a vécu parmi sa famille et ses fidèles dans un hôtel de Manhattan. Spectateur crispé de son propre destin. Une fois sur scène, la victoire acquise, il salue son plus jeune fils Barron, sa femme Melania, sa fille Ivanka, premier de ses soutiens, puis ses autres enfants,
Il est 3 heures du matin à New York. C'est une soirée incroyable. Ces 2 années ont été incroyables. J'aime ce pays. Tout en retenue, Donald Trump quitte la scène sur une musique des Rolling Stones avant de s'offrir son premier bain de foule de président élu, le 45e de l'histoire des États-Unis. Alors, qui est John Trump? Quel est son parcours, son ascension? Découvrons ensemble le portrait du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Comme vous le savez, nous discutons pour être les numéros 1 à New York. Les meilleurs hôtels et casinos du monde entier. La plus belle opération de transport de ce pays. Le plus grand immeuble jamais construit dans le monde. Et le plus beau job de toute sa carrière, dira-t-il sans doute un jour, lorsqu'il évoquera ce qu'il vient de décrocher ce 8 novembre 2016, président des États-Unis. Donald John Trump, né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York. Pas vraiment les quartiers populaires. Chez les Trump, on a de la place. La maison compte 23 pièces. On a un chauffeur. Donald, 4e des 5 enfants de la famille, est turbulent, bagarreur. Alors Fred Trump, son père, l'envoie, alors qu'il a 13 ans, en internat militaire. Son titre de gloire là-bas, il sera Ladies Man, le donjon de la caserne. Après l'université, Trump père commence à initier son rejeton à l'immobilier. Pour le lancer dans les affaires, il lui prête $1 million. Donald a un objectif, devenir encore plus riche que son père. Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question de génétique, d'hérédité, et j'y crois fortement. La stratégie de Donald Trump colle parfaitement à ces années 80, les années fric, les années Golden Boys, les années de l'immobilier qui va exploser car les prix sont encore très bas. Alors, Donald Trump construit des tours dans Manhattan. En 83, la Trump Tower s'érige sur la 5e avenue. Les banquiers prêtent sans sourciller, alors il s'offre aussi des casinos, pas à Las Vegas, mais à Atlantic City sur la côte Est, qui rapportent beaucoup plus. Je voudrais tout acheter si c'est possible. Tout semble alors lui réussir. En 87, Trump publie une autobiographie, L'art du deal. Il en vend 1 million d'exemplaires. Voilà même un jeu de société à son nom. On peut y acheter, fictivement, une compagnie d'aviation. Mais lui, il l'a fait en vrai. Les premiers Boeing floqués Trump roulent sur les tarmacs. Et en 2016, c'est encore exclusivement dans des avions comme celui-ci que Donald Trump a mené sa campagne. Et quand ce n'est pas l'avion, c'est l'hélicoptère. Au tournant des années 90, pourtant, commencent les déboires. Son divorce avec sa première épouse, Ivana Trump, lui coûte $25 millions et fait les gros titres de la presse à scandale. Et puis il y a les faillites. 4 successives. Il s'en relève plus ou moins à chaque fois. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il aimerait écrire l'histoire. Je n'ai jamais fait faillite. J'ai juste utilisé les lois à mon profit. Quant aux premières envies politiques de Donald Trump, elles remontent à près de 30 ans. En 88, il s'engage auprès de George Bush père, futur président, et donne cette interview étonnante. Je pense que George Bush va être notre prochain président. C'est un homme excellent, un de mes amis, et c'est pour ça que je suis là. Mais Monsieur Trump, la question c'est que vous avez dit que si vous vous présentiez, c'était pour gagner. Je pense que j'aurai une bonne chance. Quand je fais quelque chose, je le fais toujours pour gagner. Un peu instable politiquement, en 2008, il participe au financement de la campagne pour les primaires d'une certaine Hillary Clinton. Et puis arrive 2016, l'homme qui n'a jamais été élu
remporte les primaires républicaines alors que personne n'y croyait. Personne, en tout cas aucun sondage, ne le voyait non plus accéder à la Maison-Blanche jusqu'à la nuit dernière. Et on a justement vécu la nuit électorale américaine au Togo, cette fois du côté du Radisson Blu Hotel, grâce à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, qui a voulu ainsi faire découvrir à l'assistance le système électoral américain à travers un vote de simulation. Silver Abdou. Au moment où se déroulait en direct cette élection, l'ambassade des États-Unis au Togo, elle, a voulu pronostiquer sur le nouveau locataire de la Maison-Blanche, ce qui donna lieu à ce vote par simulation et le favori était Hillary Clinton. Un choix qui au finish ne reflète pas les résultats sortis réellement des urnes et à l'issue desquels Donald Trump est proclamé vainqueur. On est en train de voter en fait aux États-Unis et nous sommes ici ce soir ici à Lomé pour célébrer la démocratie. C'est une célébration très agréable ce soir et on a eu beaucoup de participation des gens ici ce soir au Radisson et ça me fait beaucoup plaisir de voir cette ambiance. Washington attend donc beaucoup de Donald Trump, surtout dans la promotion de la démocratie, une valeur réitérée ici par le diplomate américain au Togo. Nous avons un grand système de démocratie aux États-Unis. On fait beaucoup d'attention aux candidats à la présidentielle. On a des élus dans tous les 50 États. Donc c'est un grand système et nous sommes ici pour célébrer cette démocratie. Le vote dans les États était très serré. Donald Trump et Hillary Clinton, deux personnages qui ont marqué cette année le système électoral américain, chacun à sa manière. L'Office togolais des recettes OTR a entrepris il y a quelques mois déjà une campagne de sensibilisation des contribuables sur le civisme fiscal à travers le pays. Eh bien, l'opération a pris fin cette semaine avec un meeting à Agoué, à Lomé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Les Bassito dans la préfecture d'Agoué. Dernière étape de la campagne de sensibilisation de l'Office togolais des recettes sur le civisme fiscal. Ici, les partenaires, commerçants, revendeurs et opérateurs économiques ont été informés du bien fondé des impôts. Nous sommes des partenaires de l'État avec eux. On les a rassemblés pour les sensibiliser, leur expliquer ce que c'est que les impôts, pourquoi payer les impôts, afin de les amener à accepter, à consentir volontairement au paiement de l'impôt. Dénommée Ma contribution, l'opération est destinée à susciter l'adhésion volontaire des contribuables à payer les impôts et taxes. Les échanges ont porté également sur les obligations, droits et devoirs des opérateurs économiques, de même que les procédures d'obtention d'un agrément pour l'ouverture d'une entreprise. Avant, je ne comprenais pas certaines choses, mais maintenant, à partir de cette sensibilisation, j'ai compris que c'est un devoir civique, que chaque citoyen doit payer ses impôts. Il faut que nous, les citoyens, nous arrivons à payer nos taxes et impôts pour que le pays se développe. Cette campagne a couvert toutes les localités des 5 régions du pays. L'OTR entend se rapprocher davantage de ses partenaires afin de maximiser les recettes et renflouer les caisses de l'État. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain, jeudi 10 novembre 2016,
à 15h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Et on termine ce journal avec encore l'actualité à l'étranger du jour, mais avec le testament de Barack Obama. Il vit ces dernières heures à la Maison-Blanche et plus que son bilan, on retiendra surtout son style. Suivez. Le style Obama, ce fut d'abord un sens aigu du symbole. Comme quand il est photographié dans le bus de Rosa Parks, une figure mythique de la lutte contre la ségrégation raciale. Mais le style Obama, ce fut surtout une singulière élégance naturelle, mêlée à une décontraction qui semble à toute épreuve. Avec le personnel de nettoyage ou avec l'armée américaine. La Maison-Blanche aura vanté 8 ans durant un homme chaleureux, drôle, attentionné. Une sorte de super président blagueur. Comme ici avec son pied sur la balance pour discrètement alourdir le poids de son collaborateur. Un président qui semble loin de l'image parfois froide et solitaire décrite par la presse. Les années Obama auront donc été celles d'une parfaite maîtrise de la communication. 2 mandats et pas un seul scandale, pas un seul faux pas. Le style Obama, ce fut enfin l'image d'une famille unie, d'un couple complice, des Kennedy du XXIe siècle. Que restera-t-il des années Obama? L'histoire jugera. Mais déjà une partie de l'Amérique regrette l'un des couples les plus glamour qu'ait connu la scène politique américaine. Voilà, c'est sur ces belles images que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Washington, aux États-Unis. Au revoir. La TVT au cœur de l'information.